Alors aujourd'hui, vous me faites plaisir, Lise, en choisissant ce sujet parce que ça parle à mes racines à la fois celtes et scandinaves. Ah ben voilà. On va parler des femmes d'Asgard. Oui, c'est un... Avec Annie. Oui, avec Annie. Bonjour Annie. Bonjour. Vous êtes l'auteure et la dessinatrice donc des Femmes d'Asgard. C'est publié chez Glénat Jeunesse. Alors c'est un roman graphique. En fait, c'est des portraits des différentes dieux et déesses de la mythologie viking. Ce sont les femmes d'Asgard. Oui, c'est vrai. Ah oui, mais c'est vrai. Les hommes sont de côté cette fois-ci. Oui, ils sont des personnages très, très, très secondaires, voire très restreints. Donc, oui, ben voilà. Mais on en parle un petit peu quand même. On en parle, on les mentionne. Donc, voilà, exactement. Voilà. Mais c'est sur les Vikings, enfin sur la mythologie viking. Pourquoi vous avez eu envie d'aborder ce sujet-là ? Alors, c'est très personnel, à vrai dire, parce que tout d'abord, depuis que je suis enfant, j'adore les mythologies, je suis passionnée de mythologie. C'est pour ça que je suis devenue aussi archéologue et historienne de l'art. Mais pour les Vikings en particulier, c'est à cause de ma grand-mère, parce que ma grand-mère est une férue de la culture viking. Oui. Elle est à fond sur l'histoire viking et parce que en fait pour elle c'est très particulier, c'est parce qu'elle est normande et elle se dit qu'elle a des ascendances vikings. Donc elle nous l'a toujours un peu dit quand on était petits et c'est comme ça que j'ai choisi, c'est aussi pour lui faire plaisir, il y avait un côté de lui faire plaisir et après je me suis passionnée par le sujet et surtout je me suis rendu compte personnellement que je ne connaissais pratiquement aucune figure féminine de cette mythologie. Déjà, d'une manière générale, je veux dire, on imagine les Vikings comme étant des gros barbares un peu bourrins. Tout à fait. Alors que c'est pas du tout ça. Non, exactement. C'est plus ou moins. Alors, bien sûr, on va pas les rendre tout gentils, tout propres. Il y a eu des raids, il y a eu forcément des massacres, des radias. Voilà, des radias. Mais ça, comme toute culture, j'ai envie de dire, et comme toute société de cette période. Mais finalement, on sait beaucoup plus que les Vikings avaient des relations et avec beaucoup de peuples et de cultures différentes, mais de manière très pacifique. Surtout des relations commerciales pour échanger à la fois les fourrures, à la fois l'argent avec le monde arabe. Donc c'est très intéressant de voir que c'est pas justement cette image populaire du viking balourd qui veut juste tuer des gens et voilà. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus complexe que ça, la culture viking, et c'est ça qui en est intéressant aussi. Vous êtes, vous l'avez dit, historienne de l'art et archéologue. En quoi ça vous a aidé pour construire ce livre ? Alors, moi, je pense que ce qui m'a surtout aidée, c'est aussi pour le matériel, pour les sources, puisque c'est moi, comme vous avez dit, j'ai écrit le livre et je voulais que ce soit forcément à la fois le plus complet et à la fois le plus précis. Juste et accessible. Quoi. Voilà, juste et accessible. Je voulais surtout pas dire de bêtises. Ça, c'est le plus important quand on écit. Surtout pour les jeunes. Oui. Voilà, surtout pour les jeunes. Et surtout quand on écrit sur des faits qui existent, c'est pas de la fiction, donc je ne peux rien inventer. Et donc c'est vraiment pour choisir les sources que je trouve que ça m'a beaucoup aidé, voilà, d'avoir ce background de historienne de l'art et archéologue. Dans les couleurs, on est quand même assez chaud. Et c'est rigolo parce que d'habitude, les Vikings, on les représente assez froids, avec des couleurs froides, avec des blonds polaires, beaucoup de gris, etc. Ici, on est des roux, Éric le Rouge. Oui, c'est vrai. Oui, mais ça reste assez froid comme image. Et ici, on est vraiment dans du jaune, de l'orange. Bon, alors, il faut voir l'interview sur le site internet, évidemment, pour voir un aperçu des dessins. Mais comment vous avez créé votre palette ? Mais justement, j'avais envie d'aller à contre-courant de ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est vrai qu'on les représente de manière contemporaine, les artistes contemporains les représentent, que ce soit des artistes qui font des peintures digitales, comme on dit maintenant, les représentent énormément avec des tons très froids, très polaires. Là, c'est pour des enfants quand même à partir de 7 ans. Je voulais un environnement chaud, doux et puis quelque chose de lumineux en fait. C'est des divinités, donc je voulais que ça reste aussi dans cet aspect-là. Parce qu'on l'a pas encore dit, mais Asgard, c'est le royaume des dieux. C'est l'Olympe chez les Grecs, par exemple. Tout à fait. Voilà. Et alors, je regardais un petit peu les différentes mythologies antiques, l'égyptienne, la grecque et les mythologies scandinaves. Grosse différence quand même entre toutes, c'est que il y a des divinités femmes chez les Égyptiens, chez les Grecs, mais elles sont dans un rôle quand même assez maternel, on va dire. Tout à fait. Alors que chez les Scandinaves,
c'est des vraies femmes avec du pouvoir, quoi. Et c'est aussi symptomatique d'une société qui était peut-être un petit peu différente de celle qu'on imaginait. Tout à fait. Dans la société viking, les femmes avaient beaucoup plus accès et plus d'opportunités que dans les populations de la même période, les autres peuples de la même période. Alors attention, je ne dis pas que mais c'est pas l'égalité d'aujourd'hui. Ouais, voilà, attention, ce n'est pas l'égalité d'aujourd'hui, mais elles avaient quand même des choix. Par exemple, elles pouvaient choisir leur mari. Attention, c'est quand même quelque chose, un avantage extrême pour l'époque. Oui. Donc elles avaient quand même, les familles choisissaient, mais elles avaient un droit de choix. Donc elles étaient là, si elles l'aimaient pas, elles le prenaient pas. Oui. Et puis surtout, elles avaient accès au divorce. Donc ça c'est quand même drôle, mais et il y a beaucoup de contemporains aux Vikings dans leurs écrits qui s'exclament, enfin qui sont très surpris quand on leur dit, quand ils rencontrent des peuples vikings et qui leur disent oui, les femmes peuvent divorcer. Et c'est comme ça qu'on a eu accès, c'est grâce aux sources écrites des peuples extérieurs qui s'étonnent en fait de cette possibilité chez les femmes. Et en fait, ce que montrent ces figures féminines, c'est que les femmes ont des rôles très complexes. Donc elles ont quand même les rôles maternels. Oui, aussi, voilà, oui. Il y a ce rôle-là, mais il y a d'autres rôles. Elles sont fortes, elles sont rusées, elles sont maternelles, elles sont amoureuses, elles sont guerrières. Il y a de tout en fait. Il y a un mélange, et les hommes aussi d'ailleurs. Donc il y a un mélange de tout ça. C'est pas forcément défini par leur genre. Voilà. Ouais. C'est ce que je trouve passionnant dans ces sociétés du Nord, qui étaient des sociétés où il fallait quand même lutter contre un environnement qui était beaucoup moins favorable que quand on habitait au soleil, et donc quelque part être plus solidaire aussi. C'est vrai, tout à fait. Il y a de ça aussi. Et puis les Vikings, oui, ils avaient pas cette mentalité, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que je l'écris dans le livre, c'est que finalement être Viking, c'est un mode de vie. Il y a des nouvelles études qui démontrent que c'était pas forcément son ascendance scandinave qui permettait d'être viking. On rentrait dans la communauté viking. Il n'y avait pas que des grands blonds. Non, il n'y avait pas de grands blonds. Voilà. Et ça, c'est une étude de 2020, donc qui a été faite par 90 touristes. Donc vraiment, ça a été une énorme Quel étude. Choc. Voilà. Pas tous des grands blonds. C'est ça. Par Cambridge et tout, qu'ils ont fait des analyses du génome de 442 squelettes ça a été une grosse étude et qui ont découvert que sur le panel de tombes ils ont fouillé des tombes, et certaines tombes présentaient les rituels vikings. Donc elles avaient des épées, du matériel viking, les squelettes ont été inhumés comme chez les Vikings. Mais sauf que finalement, leur génome indique qu'ils ne sont pas du tout scandinaves. Voilà. Donc ils sont soit écossais, soit irlandais, soit mais ils montrent, et il y a aussi beaucoup d'Europe du Sud, aussi de provenance de l'Europe du Sud, d'Asie. Et ça, c'est il y a encore beaucoup d'idées reçues qu'on va continuer de casser. Et je pense même qu'on a trouvé des tombes de femmes avec des armes. Oui, tout à fait, exactement. Et ça c'est aussi passionnant, parce que même dans les débats scientifiques actuels, c'est encore et toujours en étude. Moi, c'est ce que j'ai aussi travaillé sur ce panel, mais pas chez les Vikings, chez les Mérovingiennes. Ah, donc, d'accord. Ça a été mon mémoire de master. C'était sur reconnaître les sépultures féminines mérovingiennes au Moyen-Âge, en Europe du Nord. Et en fait, sur un panel et sur un corpus, j'ai pu montrer qu'il y avait quand même 10% de sépultures qui ont été démontrées comme biologiquement de sexe féminin avec des armes. Donc il y a encore plein de choses dont on ne sait pas. Qu'on explore ça seulement maintenant. C'est vrai que on sait plein de choses sur ces périodes, mais on a rarement parlé des femmes en fait, et ça arrive. Parce qu'on a rarement parlé de genre jusqu'à une certaine époque. Exactement. Aussi, voilà. Oui, c'est vrai qu'on a énormément étudié avec sous le prisme en fait de la société dans laquelle nous sommes, donc une société quand même plutôt patriarcale. Et c'est pour ça qu'on a occulté ces sujets, et que en fait c'est pas qu'on se trompe, mais on développe pas tout le panel qui existait. Voilà. Exactement. Je ne dis pas que
que forcément les femmes, toutes les femmes combattaient et tout. Évidemment. Non, mais c'est que c'est plus complexe que ça. Voilà, c'est pas autant binaire qu'on ne le pense. Il y a des déesses, je veux dire, il y en a une qui me vient à l'esprit, c'est Freya, mais il y en a plein d'autres, évidemment. Il y en a combien dans le livre, vous connaissez? Je me souviens plus combien j'en ai mis dans les livres. J'ai pas compté. Il y a les Valkyries aussi, ces femmes guerrières qui choisissent les héros qui vont aller au Valhalla, au paradis des Vikings. C'est ça. Alors, preuve du rôle quand même important des femmes. Oui, un très grand rôle, et surtout c'était les sujets d'Odin préférés. C'était les Valkyries, son escorte, c'est les Valkyries, Odin. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est des femmes, c'est son escorte préférée, et des femmes guerrières. Attention, pour la guerre. Mais c'est vrai que quand on parle d'Asgard, on pense forcément à Thor et à Loki parce que Marvel s'en est emparé et on a créé des personnages. Il y a des femmes dans ces films-là, mais c'est vrai qu'on les nomme moins, on n'en fait pas des super-héroïnes. C'est quoi la différence majeure entre l'image qu'on a aujourd'hui d'un Thor ou d'un Loki et la réalité ? Alors, l'image qu'on a... Après, en prenant Marvel, c'est vrai que c'est difficile. Donc, oui, évidemment. Donc, entre la réalité... Non, mais le Loki, voilà, le méchant avec ses cornes, ce côté... Le farceur aussi. Le côté frère indigne, un peu rejeté par papa. Est-ce que ça correspond quand même à une certaine réalité ? Il y a des choses qui correspondent quand même. Je pense que, voilà, il ne faut pas tout jeter sur le comics américain et sur les Marvel. Non, il y a des choses qui sont bien retranscrites. Moi, j'avoue, j'ai beaucoup aimé la série Loki. Voilà. D'accord, ouais. Alors, rien à voir, mais vraiment, j'ai bien aimé cette série. Mais non, ils ont bien retranscrit, je pense, la personnalité de Loki, qui est exactement farceur. Et en fait, c'est un personnage très, très ambigu. Et comme, en fait, on peut le voir aussi avec les figures féminines, c'est que rien n'est tout noir et rien n'est tout blanc. C'est pas manichéen. C'est pas manichéen. C'est très humain, en fait. Voilà, c'est très humain, exactement. Et c'est ça que j'adore avec cette mythologie, c'est que c'est une mythologie qui nous parle, parce que c'est une mythologie qui, à notre échelle, c'est la seule mythologie d'ailleurs où les dieux, ils ne sont pas immortels. Ils sont immortels parce que Idun donne des pommes qui leur permettent de se rajeunir, mais ils savent très bien qu'à un moment donné, ils vont mourir. Au Ragnarok, ils savent, grâce à une prophétie, qu'ils vont tous s'éteindre pendant ce Ragnarok. Et ça, c'est très poétique quand même. Donc, et ça fait rêver, je trouve. Oui, c'est vrai. Voilà. Il faut repasser sur toutes ces femmes, toutes ces personnalités différentes, complémentaires aussi. C'est fabuleux. Et les dessins, quand même, sont hyper jolis. Oui, c'est très très beau. Et puis, moi, je pense que c'est aussi hyper chouette pour les enfants de découvrir autre chose. Parce que c'est vrai qu'à l'école, on voit l'Égypte, on parle évidemment de catholicisme, etc. Mais même dans les religions polythéistes, voilà, c'est pas un sujet qu'on aborde facilement. Et bien, ce bouquin va vous aider à apprendre ça à vos enfants à coup sûr. Et ce que je trouvais aussi, justement, excusez-moi, mais quand on parlait du fait que c'était très humain comme mythologie, ce que j'apprécie et pourquoi j'ai choisi aussi ce sujet pour des enfants, à l'échelle des enfants, c'est que ça permet d'aborder des sujets, même encore à l'heure actuelle, qui sont tendus comme le divorce. On a parlé du divorce, mais avec l'histoire de Skadi et de Niord, de comprendre que finalement, ils ont décidé de se séparer parce que ça valait mieux et pour l'un et pour l'autre. Ça permet, par le biais des figures divines, de voir que même ces figures divines, elles ont aussi, elles ressentent les mêmes émotions et subissent les mêmes traits de la vie que nous. Voilà. Donc, on vous conseille. Et puis on oublie trop souvent de regarder vers le nord. C'est Les Femmes d'Asgard et c'est publié chez Glénat Jeunesse et c'est signé Annie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.